Ce qu'on peut dire ce matin, mesdames, messieurs, c'est que Washington a les yeux tournés vers Yaoundé depuis jeudi dernier, après le renversement par le peuple du régime d'Omar el-Béchir au Soudan. La situation sécuritaire au Cameroun serait la prochaine préoccupation du gouvernement américain. Là, ce sont les mots de Tibor Nagy, le monsieur Afrique de Donald Trump, qui est clair et net. Lui, il précise que les anglophones se battent exactement et essentiellement pour leurs droits et déplore le fait que le pouvoir de Yaoundé ait sciemment laissé envenimer la situation. Ce qui est remarquable, c'est que juste après ces propos, il y a une levée de bouclier à Yaoundé contre Tibor Nagy. Les gens qui disent que le Cameroun n'est pas le Soudan, le Cameroun n'est pas l'Algérie, ça commence à gueuler très fort à Yaoundé contre ces propos du sous-secrétaire d'État américain pour les affaires africaines. Mais il faut dire que plus grave encore, c'est le Commonwealth qui, par ses positions, dit connaître de la mascarade électorale qui a eu lieu au Cameroun en octobre dernier. Et ce n'est pas tout, puisque Sirleaf, l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a clairement proposé qu'elle pourrait se muer en médiatrice de ce conflit du climat sociopolitique du Cameroun. Elle saurait donc rallier les positions entre Yaoundé et ses nombreux adversaires sur le plan interne, comme on le voit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Cameroun est cerné de toutes parts parce que la Commission africaine des droits de l'homme a réagi, vous le savez, en fin de semaine dernière pour se préoccuper également de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Ça commence à beaucoup aller, à beaucoup marcher. On va dire que tout cela se passe à la veille du 20 mai où le thème est désormais connu puisque un document a encore fuité, comme par malheur, comme par magie. Un document a fuité et qui montre que le thème de cette année est le suivant: unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. On n'a rien changé, on garde le même principe et on s'enfonce, comme on le voit, dans le gouffre dans ce pays, madame, messieurs, où tout le monde pense que tout va bien. Le Cameroun est uni, le Cameroun est dans l'émergence, le Cameroun est résolument tourné vers une quelconque émergence. En tout cas, madame, messieurs, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver pour cette semaine décisive, 15 avril 2019, et l'équipe est en place comme chaque matin. Monsieur Mbachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi Nego. Bonjour à tous les téléspectateurs. Hier était la célébration de la sortie du Lakam de Jésus. Bon, on appelle ça dimanche des rameaux. Je me suis amusé à parcourir la Bible. C'est un jeu, un rituel auquel à des moments je me soumets. Et une partie m'a marqué, Moïse et les 10 plaies d'Égypte. Moïse demandant la libération du peuple et les 10 plaies d'Égypte. J'ai fait une transposition. Est-ce que véritablement ceux qui vont à l'église, qui prêchent à l'église, essayent d'adapter cela à la situation réelle et actuelle du Cameroun? J'ai bien l'impression que nous avons un Moïse, nous avons des 10 plaies qui risqueraient de nous frapper. Ils sont nombreux tapis dans l'ombre, peut-être qu'ils se battent à rendre le cœur de Pharaon plein d'orgueil. Attention, va-t-on sortir de ces 10 plaies? C'est une interrogation tout simplement. C'est très fort ce que vous dites ce matin, Charles Hamel, c'est très fort. Vous avez élevé le niveau pour parler trivialement. On voit très bien que là encore, on peut faire des rapprochements avec l'image que vous prenez ce matin, mais on doit s'offusquer de ce que rien ne bouge hein, et qu'il y a un statu quo permanent dans ce pays et que beaucoup de personnes refusent hein, d'accompagner le pharaon dans la prise de bonnes décisions, malheureusement. Donc on verra très bien comment les choses vont se passer dans les semaines à venir, puisque le Cameroun engage cette semaine, une semaine, je vous l'ai dit, décisive. Retenez bien cette date, le 15 avril 2019, on vous l'a dit, semaine décisive pour le Cameroun. Chalamel Bachou, qu'on va retrouver à 10h30, on va le dire, pour la colère de Chalamel. Soyez au rendez-vous, mesdames, messieurs. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Alors, également sur le plateau, vous, Florazé, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous avons des images qui parlent d'elles-mêmes, qui font le buzz sur la toile. Nous avons également quelques informations qui nous replongent encore au cœur de la crise anglophone. Donc on aura le temps de disséquer tout ça lorsqu'il sera 11h passé de 5 minutes. Merci d'être des nôtres. Voilà, donc rendez-vous pris pour ceux qui nous regardent actuellement et qui évidemment vont également avoir voix au chapitre à travers les différentes réactions que nous recevrons avec un plaisir non dissimulé. Également sur le plateau ce matin, Bombok, Bengan, bonjour, bon début de semaine. Merci beaucoup, bonjour à vous chers téléspectateurs. Aujourd'hui lundi 15 avril 2019, cela fait 101 jours que Joseph John Ngouti est à la tête du gouvernement camerounais. La presse dit que c'est la platitude. Merci beaucoup, monsieur. Platitude se définit de quelque chose qui est plat, Oui. Qui n'a aucun relief. Tout à fait. Alors là, c'est également bien envoyé par la presse camerounaise ce matin pour les 100 jours de Joseph Dion Ngouti. On va dire qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites, qui n'ont pas été. On va reprendre ici le cas du jeune Blériot en ce qui concerne l'éducation au Cameroun. On prend également le cas de la santé. On voit qu'il y a beaucoup de choses, l'eau et l'énergie, des jeunes Camerounais qui sont morts parce que allant chercher de l'eau à boire. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dossiers qui n'ont pas été résolus sur le plan commercial, sur le plan économique. Le Cameroun sombre toujours et l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. On voit également que là, les Camerounais suffoquent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les Camerounais n'arrivent pas à vivre convenablement. Madame, messieurs, on va avancer dans ce programme ce matin avec la première articulation. On va un tout petit peu aller comme sur du velours avec l'histoire du jour. Voici Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith, bonjour aussi au panel. Ce matin, on va s'intéresser à un cas assez compliqué. C'est celui de Ernest qui nous a écrit pour nous souligner son problème. Alors Ernest, il est d'un père Bawak à Baganté et puis d'une maman Batoufam. Il est né lui à Bameka et son père est décédé très tôt et sa maman a été prise en veuvage par son oncle Ernest, par son oncle, et c'est ainsi qu'il a grandi avec son oncle et sa maman. Et peu de temps après, donc, il a changé de pays. Il y a eu, comment on appelle ça, Veuvage. Veuvage, d'accord, ok. Donc, ok, très bien. Et peu de temps après, il est allé en Europe où il a poursuivi ses études, il a travaillé et tout, mais après ça, il est tombé malade et dans sa maladie, il était question qu'il vienne au Cameroun faire certains rites pour pouvoir retrouver la santé, ce qu'il a fait. Et il dit qu'il est revenu au Cameroun, il s'est soigné, il a trouvé qu'il allait mieux, mais seulement il aimerait remercier sa maman pour cela. Et puisque sa maman est déjà décédée, il aimerait organiser un dîner de famille ou un repas de famille. Question de regrouper autour de lui tous les siens pour remercier sa maman. Mais sa maman est décédée, elle a été enterrée chez son oncle à Bafoussam, où son oncle vit, et il se demande alors où est-ce qu'il doit le faire. Est-ce que c'est dans le village de son père même, du premier mari de sa mère, ou alors c'est chez son oncle qu'il a élevé, où est enterré sa mère. Il ne sait pas où il doit le faire. Alors sur ce plateau, on aimerait, on va devoir, en tout cas Charles Amel, Mbombok et il faut aussi et Flora, et surtout vous, chers téléspectateurs, vous avez la lourde charge de donner des appréhensions ou encore des possibilités de réponse à Ernest ce matin, ou organiser un repas de famille lorsqu'on a autant d'origines. Alors, la question que vous soumettez à notre réflexion ce matin, Karine Santia, est tout à fait, on va le dire, essentielle pour le commun des Camerounais, qu'ils vivent en Europe, qu'ils vivent à la diaspora, ou qu'ils vivent même au Cameroun, parce qu'on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent hors sol. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne savent pas ce qu'est le terroir, ce qu'est leur village, ce que sont leurs racines, et ça pose un réel problème de l'enracinement de nos générations d'aujourd'hui. On voit bien que le monsieur est très avancé, très âgé, il l'a dit, il a, comme on le voit, acquis une nouvelle nationalité.
il est espagnol, donc nous a-t-il soufflé, et désormais on voit très bien que il a longtemps grandi en étant loin du Cameroun, en étant loin des réalités traditionnelles et coutumières. Il a fallu qu'il tombe malade pour qu'il réfléchisse et pense que il faut rentrer au Cameroun pour voir ce qui se passe avec les ancêtres. Et donc c'est après cela qu'il a recouvré la santé, et cela a été pour lui, on le voit très bien, comme un miracle. Il a vu son premier miracle, lui, et donc il est désormais résolu à revenir, à faire un retour, on appelle ça le retour vers les racines, le retour aux sources, et ce retour aux sources-là doit se faire suivant la loi, suivant comment la loi, dans nos traditions, donc exige les procédés et les procédures. Alors il veut organiser un repas familial pour remercier donc tout ce beau monde avec ses enfants présents. Où va-t-il le faire? On va dire que il y a deux lieux qu'il faut retenir ce matin. Il y a Bawok, Pamaranté, il faut retenir cela comme étant le village de son père. Il y a Bafoussam où vit son oncle, l'oncle chez qui il a grandi, et il y a Bameka où il est né, donc Bameka. Donc il y a quand même trois lieux qu'il va falloir donc sortir de ce jeu. Alors Chalamel, qu'est-ce que vous dites à ce monsieur qui, évidemment, d'abord, avant de dire ce qu'il doit savoir sur les procédés, quand vous écoutez son histoire, vous relevez quel type de problème? Monsieur Eric Fopoussi, nous avons trois lieux. Nous avons Bameka. Bameka, là où est né, il s'appelle comment encore? Ernest. Nous avons Bafoussam, là où il a grandi. Nous avons Baok, qui est son village. La première chose, monsieur Eric Fopoussi, c'est qu'il y a trois Baok. Il n'y a pas un Baok, il y a trois Baok. C'est-à-dire? Nous avons Baok à Banganté. Banganté, nous avons un Baok. C'est-à-dire qu'il s'agit justement... Nous avons un Baok vers le village Bakon. Il y a un autre village Baok. Bon, ça, il y a des appellations particulières. On a dit Baok Vetchemchou, c'est plus bas. Nous avons Baok qui est vers Bakon. Nous avons Baok qui est à Balignonga. Non, permettez-moi. Vous nous perdez. Permettez-moi, monsieur Eric Fopoussi. C'est trois Baok, vous précisez. C'est très important de préciser. Pour que ceux qui écoutent sachent. Vous allez voir que je suis Baok de Baranté, l'autre dit Baok dans la zone de Bakong, je suis Baok dans l'arrondissement de Bazou, Baok de l'arrondissement de Baranté, Baok dans Balignonga, de ce côté. C'est important de nous promener dans la géographie du Oui, non, il faut préciser, monsieur, il faut pousser. De quel type de Baok s'agit-il? Il a dit Baok, Baganté. Baganté, donc il dépend de l'arrondissement de Baganté. Monsieur Eric Fopoussi, il y a un couac. Il y a un sérieux couac dans le déroulé de son histoire. Sa maman a été dotée comme le veulent les us et coutumes. Elle est décédée. Son père est décédé. Elle a été prise en veuvage par son oncle. La maman a été prise par le frère de son mari. Oui. Lorsqu'elle décède, on devrait la ramener auprès de son époux. Donc, première erreur. Première erreur. On devrait la ramener auprès de son époux. Donc, avant qu'il n'intente quoi que ce soit, il devrait commencer par réparer cette erreur. Ramener les restes de sa mère auprès de son époux. Je crois que ça fait plusieurs années aujourd'hui. La tête est suffisamment remontée, puisque la tête est le premier organe qui se détache du corps. Après 1 an ou 2 ans après le décès, la tête se détache et commence à remonter. Donc on a dû il doit récupérer la tête et ramener auprès de son père. S'il ne l'a encore fait, il doit détacher la tête de son père et ramener à Baok avec un rituel bien précis. Détacher la tête de sa maman, ramener à Baok auprès de son père. On ne ramène pas les deux, non. On ramène d'abord la tête du père. Il y a un rituel qui est fait lorsqu'on ramène la tête du père. Suivant le rang, suivant la place qu'il occupait au sein du village, dans le village Baok. Oui. Après, on ramène la tête de la mère. La tête de la mère aussi a son rituel.
Parce qu'on la ramène auprès des siennes. Est-ce qu'elle était même au village? Est-ce qu'elle est passée même de temps dans ton village? Est-ce qu'elle venait désherber la tête, là où on avait enterré son beau-père? Est-ce qu'elle passait de ce côté pour ramener? Est-ce qu'elle avait fait tous les deuils? Est-ce qu'elle avait fait tous les deuils? Parce que ce qu'on dit là, c'est purement la tradition mamlégue. Est-ce qu'elle avait fait tous les deuils? Est-ce qu'il y avait des deuils qu'elle avait sautés? Il faut commencer par organiser et payer toutes ces dettes. C'est ça ce qu'on appelle ces dettes. Vous payez toutes ces dettes. Ça veut dire, ma maman a grandi, elle ne venait pas au village. Certainement, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu ceci. Vraiment, je prie de faire la paix. Faisons la paix. On rassemble les jujubes, l'arbre de paix et tout. On donne les messages. On prépare à manger. Aide Bateau-Femme, hein? Monsieur, il faut pousser l'aide Bateau-Femme, c'est qui? Je ne sais pas que c'est une injure, mais elle appartient à Baok, elle n'appartient plus à Bateau-Femme. C'est à Baok qu'elle doit le faire. Puisqu'elle est rentrée dans une famille. Vous avez des femmes qui rentrent dans une famille, lorsqu'il y a des deuils, elles ne visitent pas, elles n'assistent pas. Lorsqu'il y a des malheurs, elle ne va jamais, elle est à la maison, elle est dans son film, se disant que ça va faire quoi? Je suis chrétienne, je suis ceci. Non, c'est là où ça rattrape. Donc, il faut passer par là, venir déposer désormais, et il faut qu'on l'accepte. Et cette acceptation va venir par la cola, le principe de la cola. La cola perd. Il faudrait qu'on lance et qu'on accepte que c'est ici qu'elle doit reposer. Une fois qu'il a passé ça, monsieur Eric Fopoussi, il pourra dire qu'il a essayé, parce que ça, c'est un avertissement. Ce qu'il a eu, il est en train de se précipiter, c'est un avertissement qu'il a eu en termes de maladie, c'est juste un avertissement. Il y aura plus grave que ça. Donc, il faut qu'il répare d'abord sur le plan historique. Maintenant, où est-ce qu'on a enterré son nombril? On revient, Vous allez revenir sur ce sujet. Oui, où est-ce qu'on a enterré son nombril? Est-ce qu'on a enterré son nombril à Bambeka? Auquel cas, il commence par nourrir Bambeka. Si on a enterré son nombril, je ne sais pas moi, à Baok, parce que c'est ça, monsieur Rifo. C'est trop complexe tout ça, hein, Inch'Allah. C'est pas complexe. C'est ça, justement. Quand vous dites que vous sautez les étapes de votre vie, vous sautez. Un beau jour, ça vous rattrape. Si ça ne vous prend pas vous, ça prendra vos enfants, votre descendance. Et rappelez-vous, on sort du dimanche des rameaux, là où on a vu un paralytique, et puis les disciples ont dit, mais comment est-ce qu'il peut être comme ça? On dit, il paye les péchés de ses parents. Ah oui, il paye les péchés de ses parents. Non, ne pensez pas que vous posez les actes aujourd'hui, ça va vous échapper. Non, ça va vous prendre, monsieur le Fopoussi. Donc, il faudrait qu'il rentre là-bas. Il le fait. Il va à Bafoussam, là où il a laissé la poussière. La poussière, puisque c'est là où il a grandi, on dit qu'il a laissé la poussière. Il le fait avec ceux avec qui il a grandi, et puis rentre désormais chez son père, dit, à partir d'aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on appelle, c'est l'appel des ancêtres en fait. Il faut qu'il rentre, dit, me voici, je suis rentré, je ne suis pas venu seul. Bon, ça il a fait. Non, je ne suis pas venu seul, il n'a pas fait. Je ne suis pas venu seul, j'amène mes frères, j'amène mes fils, désormais voici votre terre. Mais il veut organiser un repas, il doit le faire où? Je vous ai expliqué. Je ne peux pas vous dire qu'il a organisé. Qu'il commence d'abord par la tête, monsieur Eric Fopoussi. Je vous ai dit, ça commence par là. Il ne peut pas laisser les parents dormir dehors. Il pleut sur sa mère. Il pleut sur sa mère. Peut-être qu'on a enterré son père à Bameka. Il pleut sur son père. Il faut qu'il ramène son père sur la terre de ses ancêtres. Son père a froid. On dit au village, son père a froid, sa mère a froid. Elle veut regagner la case. Donc c'est une fois qu'il a fait ça qu'il va maintenant organiser. C'est qu'il va organiser. C'est qu'il devra organiser. Qu'il devrait organiser. Je ne sais pas là où on a enterré. C'est pour ça que je vous ai dit que... Non, mais s'il les ramène à Bawok, ça veut dire que c'est là qu'il va aller faire le repas. Il va devoir aller là et faire donc ce repas. Et faire un repas, d'abord, avec toute la famille du clé, d'abord, sa famille, pour la réconciliation avec la famille. Et après, il choisit un carrefour. Ça se fait au carrefour. Donc, il choisit un carrefour. On ne fait pas ça dans la concession. C'est au carrefour que cela se passe. On amène toutes les nourritures, on amène à boire, tout, même le passant, même le fou, chacun partage et ça va. D'accord. Alors, Bobo Bengan, l'histoire de ce matin soulève globalement quel type de problème dans notre société d'aujourd'hui? Le consensus. Oui. Le consensus, l'amour et, j'allais dire, le vivre ensemble, pour être dans votre jargon. Un jargon à la mode. Voilà, vous allez dire. Dans votre jargon, c'est ça le consensus en Afrique. Le terme d'amour est africain. Et il y a deux choses. Vous avez entendu Charles Ahmed parler de Bawang, Bali Yonga. Bawang là-bas. Ça veut dire quoi? C'est le lien de sang. C'est ce que nous, Africains, nous avons appris au monde entier.
Vous les appelez les juifs jésuites ou hébreux ou tout ce que vous voulez, je ne sais pas. C'est chez nous qu'ils ont appris. Vous allez donc vous rendre compte qu'il y a une famille, je ne sais plus laquelle. Papa a dit, quand vous allez rentrer, il faudra amener maison. Et nous sommes à Douala premier. Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi ça a embarrassé l'administration territoriale au point où il y a 3 chefferies de premier degré dans un même arrondissement? Précisément parce qu'un Daïdo ne peut pas commander un Aqua, il ne peut pas commander le canton un Bellois. Justement, ça veut dire qu'il y a des liens de sang. Ondondon, qui est en prison, était le chef d'une famille qui s'étendait du Cameroun, Guinée équatoriale au Gabon. Vous voyez, mais ils étaient obligés de prendre des passeports, des visas pour aller dans un cas d'autre. Donc en fait, c'est de ça qu'il s'agit ici. Comment nous, l'hospitalité, l'amour que l'Africain avait, c'est ça qui se traduit ici. C'est pour cette raison que nous disons... C'est violent quand même cet amour. Hein, non, ça devient violent parce qu'on vous a mis dans un logiciel où on a dit, mais il a fait sa vie, j'ai fait la mienne. Voilà. D'accord, vous ne savez pas que c'est lié. C'est lié, même vous qui avez suivi Jésus. Jésus lui-même vous dit qu'il est descendant de David, de Salomon, de je ne sais pas qui. Voilà. Donc, vous pensez que quand vous dites Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, ça veut dire quoi? Tu dois être en mesure de dire je suis Bengan, Kandje, Bengan, Pim, Yem, Digi, Yem, voilà. Jusqu'à ressortir la généalogie. Voilà, ce bonhomme, s'il ne sait pas, oui, voilà, il doit donc venir se réconcilier avec ses ancêtres. Mais il a failli mourir pour ça, hein, quand même. Et vous nous avez dit que justement, il a eu la vie sauve et il s'est réconcilié, il a commencé à se réconcilier avec ses ancêtres. Il est Bawan. Si Bawok, si son pomme il est né, papa était un travailleur, fonctionnaire, je ne sais pas, il doit, si l'on l'a enterré là-bas, il doit ramener son père à Bawok. Là où on avait enterré son grand-père, il doit l'amener. C'est-à-dire qu'il doit tout faire, comme il veut associer les autres de sa famille, frères et sœurs, qu'il fasse tout pour retrouver leur terre. Leur terre là-bas à Bawok. Et à ce moment, ils organisent le repas à Bawok. Je rappelle qu'il a 68 ans, hein, le Ernest. Qu'il le fasse donc vite. Il a les enfants sûrement. Qu'il le fasse vite. Sinon, c'est quand il va mourir. L'histoire qu'on vous appelle la purgatoire, ça n'existe pas. Les parents, ils peuvent vous fermer la bouche. C'est bon. Il faut donc que nous la commencer cette réconciliation. Ça, nous sommes la semaine sainte, c'est comme ça que vous dites. Ça risque de donner des frissons aux gens. Non, il a commencé la réconciliation avec les ancêtres, qu'il aille jusqu'au bout. Et surtout, s'il a un peu, et qu'il mette ses enfants et ses autres frères et sœurs, qu'on enterre ses 2 parents. Si papa est enterré à Bawok, Bangante, on amène le corps de maman et ça va réparer le tort. Parce que même lorsque vous prenez la femme en veuvage, c'est pas vous qui l'avez dotée. Vous ne l'avez pas dotée. On devait l'enterrer là-bas. Donc, on peut rectifier ça. D'ici la fin de l'année, il finit. Il se réconcilie avec lui-même, avec ses ancêtres. D'accord. Donc, c'est à Bawok où il doit le faire. Mais après avoir traversé toutes ces étapes-là. En tout cas, on comprend très bien. Hein. Alors, Florazé, sur l'histoire de ce matin, vous dites quoi? Que c'est un passage obligé ou qu'on peut faire sans? Tout simplement qu'à un moment donné, la tradition, puisqu'elle est fixée par les hommes, elle devient de plus en plus complexe. À un moment donné, on s'entremêle, on ne sait plus quoi faire, etc. et tout. Mais j'ai également envie de dire que dans l'histoire du jour, on a quand même affaire à un homme qui a un brassage, à un moment donné, de maison, un brassage de culture aussi, etc. et tout. Au point où on en vient pour disséquer les choses, il faut préciser de quelle contrée il est, À un moment donné, je dis aussi que on peut faire, à un moment donné, on peut faire sans. On peut faire sans quand au départ, puisque là on me parle maintenant de pouvoir, de où il va faire le souper, etc. et tout. Quand au départ, on a considéré ces choses. Parce que maintenant, il ne faut pas qu'on soit crispé quand on soit de sa vie. Peut-être on n'a pas réussi à tirer soit un cran d'ici ou de là. Je dis ce matin que je respecte les us et coutumes de chacun. Sauf qu'aussi ailleurs, on s'embrouille un peu parce que justement, les us et coutumes varient d'une contrée à une autre. Mais quand on blasphème... Il y a une question quand même de transmission. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que même la Bible, parce que si on blasphème tout le temps, la Bible n'a jamais dit aux uns aux autres chrétiens de renier leur famille. Non! On a fait, quand on est dans l'époque patriarcale,
On est avec les Moïse, les Abraham, c'est quand même des patriarches qui ont drainé toute une génération. Et la Bible est claire. On cite toutes les générations. On ne veut pas dire que les chrétiens ne le savent pas. Non. On nous apprend ça, à reconnaître d'où on vient et de reconnaître nos générations. C'est pourquoi je dis... Bon, est-ce que dans la pratique, ça se manifeste ça? Oui, Eric Fopou, ça devrait. C'est ça en fait. C'est que rien n'est parfait sur cette terre, dans ce monde. Faut pas que... Moi, quand j'écoute l'histoire du jour, je dis que même la tradition, oui. Ce sont nos ancêtres qui étaient des hommes faits de chair et de sang. À un moment donné, je dis qu'ils ont aussi rendu les choses assez complexes. Les gens s'embrouillent. À un moment donné, je ne sais pas que je dis que la tradition elle-même, elle évolue aussi avec le temps. Mon oncle l'a souvent dit, je suis d'accord avec lui. Elle n'est pas réfractaire aux changements, aux mutations, non. Donc, si, je ne sais pas, les ancêtres ou bien les patrons autres peuvent essayer de revoir pour décomplexer la chose, pour permettre à ceux qui y croient, de ne pas ressentir que le chemin est tellement biaisé, difficile à atteindre. Parce qu'on a un homme qui a 70 ans aujourd'hui, qui je ne sais pas ce qu'il a parcouru et tout, il veut se réconcilier. La réconciliation peut se faire. Comme chez nous les chrétiens, la réconciliation également se fait. Comment? Et comme ça s'est fait avec Jésus-Christ. Mais oui, nous croyons en Jésus-Christ. Et nous croyons que ce sacrifice, le sacrifice qu'il a fait justement, vient nous réconcilier avec Dieu. Donc je crois également que sur le plan... Il va le faire vendredi prochain. Hein? Sur le plan, traditionnel et culturel, je suis d'accord. Mais je dis qu'à un moment donné, il faut essayer de démystifier les choses. Vraiment. C'est-à-dire qu'une personne ne dorme pas parce qu'il n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Et au contraire, j'ai toujours dit qu'il y a un être souverain. Il y a un être souverain qui lui-même a établi ses us et coutumes et autres. On ne va pas inventer, on ne va pas le monde. Je suis d'accord avec vous-même, depuis l'époque patriarcale, avant Jésus-Christ, on a toujours vécu avec les coutumes, les traditions et autres. Et nos générations, nous les connaissons très bien. Maintenant que sur la réalité, sur la pratique, comme vous l'avez dit, c'est souvent difficile, il faut pousser, parce que la chair est faible. Maintenant, avec les écrits, à travers justement la connaissance, parce que certains justement se lancent par faute de manque de connaissance. D'autres également peuvent aller loin dans cette histoire parce qu'ils maîtrisent la chose. Et certains utilisent cette connaissance justement pour biaiser les pistes et détourner certains. D'accord. Alors, votre mot à vous, hein, Karine Sontia, sur l'histoire de ce matin. L'histoire de ce matin a relevé au tout début un problème qui est encore actuel de nos jours, c'est-à-dire le veuvage. On pratique dans nos sociétés le veuvage par mimétisme. Parce qu'on a vu la tante le faire, on le fait. Parce qu'on a vu l'oncle le faire, on le fait. Mais voilà un homme qui, à 78 ans, est coincé à cause de ce rite de veuvage. Est-ce qu'il a été bien fait? On ne sait pas. On parle sur ce plateau chaque jour d'occidentalisation, mais on a oublié de mentionner que son papa, lui, qui l'a élevé à Bafoussam, lui, il est occidentalisé plus. Parce que il enterre la femme de quelqu'un chez lui. Et ça cause tout le problème que ce monsieur a aujourd'hui. C'est ça la cause du problème. Maintenant, s'il avait enterré cette femme dans sa maison, chez son mari originel, elle n'aurait pas eu ce problème et on ne serait pas arrivé aujourd'hui à un monsieur qui réclame sa femme, qui réclame il a froid, ainsi de suite. Donc vraiment de grâce, les limites de traditionnalisme sont très graves lorsqu'on les pratique mal. Faites attention. Ok. Alors, Charles, vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Flora. Je vais vous prendre le cas. Quand elle dit, vous voyez des gens qui arrivent à l'église, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, Dieu de Cécile. Non, c'est comme ça que vous priez. Non. Vous êtes en train d'appeler la descendance d'autres personnes. La vôtre, vous ne la connaissez pas, vous l'ignorez. Il faut commencer par savoir, monsieur Lifopoussi, que j'appartiens à une famille de guerriers. Je dois avoir une attitude de guerrier. Mon rôle au village, mon rôle au sein de la société, le sang suit la veine, c'est comme vous avez l'habitude de dire. Mais ça, on le sait. Vous ne pouvez pas vous en Les chrétiens n'ont jamais gagné ça, jamais. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai assisté à plusieurs cultes religieux. Regardez, par exemple, les messes funèbres. Lorsqu'on se met à prier, jamais les prêtres ne donnent le nom de l'homme. On donne plutôt son prénom.
Hein? Voilà. Souviens-toi de François. Souviens-toi de ceci. non, monsieur le Voilà, ça non, Satan a coupé le cordon ombilical. C'est là où je voulais attendez, toujours. Vous allez à l'église, je vais à l'église. Hein? Toujours. Je vais à l'église à des moments pour voir. Oui. Moi, j'ai pris ma position. Ce n'est pas le sujet, l'église ou pas église. Moi, j'ai pris ma position. Mais le sujet, c'est pas l'église. Flora, vous avez dit que l'église. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit que l'église. Non, je n'ai jamais dit ça. Voilà. Au contraire, parce que vous dites que nous, les chrétiens, nous ne reconnaissons pas l'arbre généalogique. Et aujourd'hui, que c'est faux. Parce que même dans la Bible, nous disons que dès lors que vous êtes christianisé, vous avez formé votre famille avec Jésus. D'accord. Mais c'est vrai, même et c'est faux. Comment en 10 secondes, Flora, c'est vous. Je vous prends le cas. En 10 secondes, oui. Le cas de quelqu'un un gars qui a vécu en France. Il est arrivé ici pratiquement les 77, 78 ans, monsieur Eric Fopoussi. Il était l'aîné d'une famille. Il a commencé par faire un accident. Il ne marchait plus, il était sur la chaise roulante. Après ça, il a perdu la vue. Il a perdu la vue. Je dis, Bama, je vous donne le nom du village. Bama, ce frère. Il est revenu, on lui a dit, sa femme, il a commencé à voir les problèmes. Sa femme a dit, tu ne me sers plus à rien. Il faut rentrer au Cameroun, ça ne sert plus à rien. Lorsqu'il arrive à l'aéroport, il descend de l'aéroport, c'est une femme qui lui dit, mais attends, pendant tout ce temps, tu montais, tu descendais, qui devait enlever, défricher la tombe de tes parents. C'est là où il prend conscience que, mais qu'est-ce que c'est en train de me dire? C'est une femme qui lui lâche comme ça. Il dit qu'il veut arriver rapidement à Bama. C'est comme ça qu'il descend à Bama, monsieur Eric Fopoussi, avec ses frères. Il ne dort même pas une seule journée à Yaoundé. Il arrive à Bama. Il demande où est la tombe. On a parcouru des kilomètres, monsieur Eric Fopoussi, parce que la broussaille avait tout pris. C'est comme ça qu'on arrive, on monte la tombe. On le portait même. On défriche la tombe, on nettoie, on l'amène dans le lieu sacré, on lave les yeux, on fait un ensemble de rituels sur lui, il rentre. Je vous assure, 4 à 5 jours après, il a recouvré la vue. Donc, pour vous dire que, on dit honore ton père et ta mère. C'est pas qu'on a dit quand ils sont morts et quand ils sont vivants. Honore ton père et ta mère. D'accord. Voilà une mère qu'on a abandonnée dans une procession qui n'est pas sa procession. Voilà. Dis aux gens que c'est maintenant qu'ils peuvent honorer les parents. On va s'arrêter là, on va lire les messages à vous impartir de l'émission, madame, monsieur. Voici la suite, voici la colère de Charles Lamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la fuite des documents secrets dans ce pays. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ayons un peu de décence pour la souveraineté. Protégeons au moins un peu la souveraineté de ce pays. Quel est le rôle de l'Agence nationale des technologies de l'information antique et du Centre national de développement de l'informatique, CNADI? Des canaux de communication électronique sécurisés pour les transactions électroniques de l'administration. Que se passe-t-il aujourd'hui dans les proches entourages du chef de l'État? Devrait-on conclure à une guerre de clans au palais de l'unité? Point d'interrogation. Où se trouve exactement cette culasse d'où partent tous ces coups tordus contre le régime de Paul Biya? Quelle est cette taupe tapis soit dans le service du protocole d'État, soit à l'ambassade à Berne, qui met tout et tout dehors? À peine a-t-on l'intention d'organiser un voyage que les réseaux sociaux sont déjà informés que dans les tout prochains jours, notre homme qui va prendre le vol. Aussitôt s'organisent des opérations tomates œufs pourris. Quelle est l'identité des personnes affectées à la chaîne de gestion du courrier? Justifie-t-il d'une probité indiscutable? Peut-on conclure inéluctablement que le canal de transmission est compromis? Mieux, qu'au gré des entrées et sorties de plusieurs hauts responsables en service au palais présidentiel, des disgrâces et des ascensions vers le sommet, chacun de ceux-ci a eu à placer des hommes liges à tous les étages du bénéficiant palais de Toudi. Le Camerounais lambda est aujourd'hui tenté de se demander si la sécurité du chef de l'État n'est pas en fin de compte menacée par ceux qu'il appelle ses frères. Y a-t-il
peut-être lieu de conclure que ce document, le tout dernier qui vient de transparaître, a été diffusé exprès pour intimider les gars de la brigade anti-S. Mieux que les nouveaux maîtres du palais présidentiel sont fragiles, ne maîtrisant pas les circuits d'information, donc exposant le président de la République à leur radar accessible à toutes sortes de difficultés. Comment comprendre qu'au mépris des lois et règlements en vigueur, les documents et informations confidentielles des institutions de l'État et des organismes du secteur public soient régulièrement divulgués auprès d'un public non autorisé? Comment comprendre que des documents sensibles et parfois classés confidentiels, secrets, très secrets, secret défense, se retrouvent sur la toile au grand dam des conservateurs de l'ordre républicain? Comment comprendre qu'un document qui parle du protocole d'État pour l'ambassade du Cameroun en Berne se retrouve sur la place publique? Étrange, me direz-vous. Savez-vous que tout fonctionnaire est astreint par obligation de réserve et de discrétion professionnelle dans l'exercice de ses fonctions? Comment comprendre que le fonctionnaire, de surcroît en service à la présence de la République, qui doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, puisse se mettre à marge de la réglementation en vigueur? Comment comprendre que le respect de l'obligation de discrétion professionnelle incombant aux agents publics consacrés par le statut général de la fonction publique est foutu le camp? Rappelons-nous qu'il n'y a pas longtemps, le plan de vol d'un avion affrété par le chef de l'état-major, par le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de brigade Emmanuel Amougou, avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Rappelons-nous que de manière récurrente, plusieurs documents frappés du sceau de la confidentialité n'ont cessé d'inonder la toile et certains officiers secrets à Yaoundé. Ministres, directeurs généraux, hauts gradés de l'armée, tout le monde est passé à la trappe, même le ministère de la Défense. Rappelons-nous qu'en plein, dans la guerre contre le terrorisme, un message porté du ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, Betty Assommo, sur les mesures de sécurité prises dans la capitale en prévision des attaques terroristes, s'est retrouvé sur les réseaux sociaux le 4 mars 2016. Rappelons-nous que le discours de fin d'année du chef de l'État avait été ébruité en 2016. Peu après 18 h, les internautes le partageaient sur Twitter, Facebook et WhatsApp. Le même discours sera prononcé 2 heures plus tard par le président Paul Biya. Savez-vous que dans le même registre, il y a une note de la présidence donnant des instructions aux parlementaires sur l'adoption du budget? Fuite et fuite et fuite, trop de fuites. Ils sont tous devenus fous à Yaoundé. C'est ce qu'on pourrait dire ce matin, madame, monsieur, avec ce qui se passe et ces documents classés confidentiels qui se retrouvent partout dans les réseaux sociaux. On se pose la question, le Cameroun est-il une curiosité planétaire, puisqu'on voit qu'ailleurs, ce type de phénomène ne s'observe pas. Pourquoi? Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut observer ces documents qui se retrouvent, comme on le voit, à la place publique, dans la rue. Le pays prend un acte et cet acte se retrouve dans la rue. Comment c'est possible? Comment on peut en arriver là? Et qu'est-ce que cela explique? D'où vient cette situation qu'on dénonce ce matin avec la collègue de Charles Abel? Bon, Bengan, je commence par vous. Comment on peut expliquer ça? Pourquoi nous vivons ça au Cameroun? Vous avez dit, ça provient d'où? Je pense que comme nous n'avons pas d'informations vérifiées et vérifiables, nous pouvons élaborer ou alors énoncer 3 pistes. Imaginez 3 pistes. La première, c'est ce que Charles Hamel vient de dire. Et c'est d'ailleurs ce qui caractérise ce qu'on appelle les forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire, dans un pays, dans le monde, il a été admis que toute avancée technique ou technologique doit d'abord être maîtrisée par les forces de défense et de forces de défense et de sécurité pour justement pouvoir protéger les territoires. Lorsqu'on parle de protection du territoire, il ne s'agit pas seulement du territoire maritime ou terrestre, il s'agit également de ces territoires hertziens ou comment vous les appelez. C'est-à-dire que c'est tout à fait inconcevable que les appels téléphoniques ou toutes les correspondances d'un chef d'État, d'un roi ou d'un premier ministre, selon le cas,
soit comme ça divulgué. Vous avez d'ailleurs, j'ai vu dernièrement, les Américains ont poursuivi jusqu'à mettre main sur lui. Oui. Julian Assange, voilà. Oui. Donc, vous savez, c'est pas normal. On ne doit pas espionner. Il y a des domaines protégés. Donc, et c'est pour ça qu'on dit à l'armée, c'est la deuxième piste. La deuxième piste. L'armée est apolitique. Pourquoi l'armée est-elle apolitique? C'est justement comme ça qu'on protège les institutions. Et l'orientation, c'est que l'armée doit aussi être du côté du peuple. Du peuple. Donc, l'autre chose qu'on pourrait ajouter, lorsque j'ai suivi les sorties de Tibor Nagui, il a dit, après le Soudan, je m'intéresse au Cameroun. Bon, ça renvoie à beaucoup de lectures. La première lecture peut revenir à ceci. Est-ce que nos services de défense et de sécurité ne sont-ils pas infiltrés de la base au sommet? Et surtout au sommet, parce que nous à la base, oui, parce que la présidence quand même, c'est un cocon fermé. Absolument. Et quand on réussit à pénétrer comme on le voit à la présidence, alors là, tout le monde s'inquiète. C'est comme pénétrer à la Maison Blanche. C'est justement, je vous renvoie là, vous faites bien de le souligner. Oui. Il y avait un avocat français ici, je ne sais pas s'il est rentré aussi là encore là. Oui. Et il s'appelait l'ami de Douala Moutomé, Maître Gérald Volbert. Oui. Maître Volbert a accordé une interview, je pense au mois de mai 1990, à nos confrères de Jeune Afrique. Il a dit, plus on s'éloigne du palais de l'unité, plus on est coupé de l'information. Donc même lui, il se disait à l'époque bien introduit, il disait même franc-maçon, j'ai des entrées. Il disait, il se plaignait du fait que bon, il ne souhaite parce qu'il avait un prix qu'on allait nommer son ami Douala Moutomé ministre et il voulait donc pas que cela arrive. Parce qu'il disait que si on nomme Douala Moutomé ministre, il n'aura plus accès à son ami. Donc parce que c'était verrouillé. Pourquoi ça vient-il donc aujourd'hui que ce soit fluide? Aussi, même les informations confidentielles. Est-ce que les Américains n'ont-ils pas infiltré nos forces de défense et de sécurité de telle manière que vous voulez peut-être même que nos agents préservent l'information, mais comme eux sont là-dedans. D'accord. Et l'autre chose, il y a la nanotechnologie. C'est-à-dire, pour comment, vous savez, les enquêtes continuent pour savoir si la Russie a influencé le vote de la présidentielle aux États-Unis. Donc, il y a l'espionnage. Est-ce qu'on peut aussi explorer la piste des individus? On va dire quand même qu'on a vu une montée en puissance des critiques à l'endroit de l'actuel DCC, qui est Monsieur Samuel Vandouyolo, qui tranche avec les méthodes de son prédécesseur, Belinga Eboutou, qui était quand même très fermé, qui ne laissait pas beaucoup filtrer certaines choses. Beaucoup sont en train de tirer sur l'actuel DCC à Boulet-Rouge. Oui, absolument. C'est un problème de personne aussi. Oui, absolument. C'est d'ailleurs ce que Charles Hamel a, c'est pour ça que je n'ai pas voulu aborder ce plan. Justement, quand vous en vous dites clan Nanga contre clan contre clan, ça veut dire qu'en fait, il doit sûrement avoir des mécontents au sein d'ici ou là. D'abord, regardez le comportement du chef de l'État lui-même. Il n'avait pas nommé un directeur de campagne. Il avait nommé un superviseur, donc celui qui prenait les bureaux, centralisait les résultats et lui communiquait. Il n'y avait pas de directeur de campagne comme là. Qui accusait, est-ce que c'est l'ex qui sera tiré les ficelles pour discréditer l'actuel, ou c'est l'actuel qui ne maîtrise pas bien le... On ne sait pas. Ça peut être que l'ancien, lui, ne sait même rien. Il s'occupe vraiment de s'arrêter là où il est. Mais il avait sûrement des poulains qui se disent que non, quand notre papa était là, nous, on ne peut pas. Le type, s'il ne va pas réussir, on va lui couper sa tête, on va lui montrer que l'affaire-ci est compliquée. Ça peut être eux, ou ça peut être également qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il est venu. C'est pour cette raison que dans d'autres pays, on commence à former les gens. Alors, je rappelle qu'il était ambassadeur en France au moment de ceci. Oui, mais ambassadeur en France, est-ce qu'au sein, vous savez, le chef d'État lui-même parle de la cohésion de l'action gouvernementale. Et le Premier ministre, il a souvent des ministres qui ne lui rendent pas compte. Ils mettent par affaire ici, ils disent, moi je vais à la présidence. Donc, et même les personnes, j'allais dire, les citoyens ordinaires, ils ont les entrées à la présidence plus que certains membres du gouvernement. Donc, une personnalité comme moi, alors, si je vais là-bas, j'ai mes entrées, je vais dire, bon, je sors, qui va dire quoi?
Et Voilà. si je n'ai pas une bonne connaissance, une bonne maîtrise des affaires d'études, je balance ça au net. D'accord, Voilà. Alors, Karine, votre lecture hein, sur cette fuite de documents confidentiels. Je pense qu'il y a quelque chose qui dessine déjà un déclin. C'est-à-dire le déclin de ce conservatisme auquel notre État a été habitué, à cette manière assez impressionnante de conserver l'information. Mais il y a aussi un désir de détournement de l'attention, c'est-à-dire qu'il y a des véritables sujets qui sont là pendant sur les lèvres, mais on vous pond une information ou un communiqué qui devait sortir 2 jours plus tôt. Question pour vous de vous inquiéter de ça et oublier les véritables questions qui sont liées à votre épanouissement à vous, parce que la toile, elle s'enlise surtout. Par exemple, à la décision du chef de l'État, la récente décision de sortie du pays qui a circulé sur la toile. En tout cas, on va reparler à la deuxième partie. Non, mais vous continuez votre déroulé et c'est bon qui vous dit d'arrêter, Karine Sontia. Mais c'est bon aussi. On va passer évidemment cette perche. Madame, monsieur, on marque une courte pause. À tout de suite. Allez, ça c'est l'hymne de l'ambiance. La doloso. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, deuxième partie de votre magazine 10-12 Le Zénith. Nous sommes lundi, nous sommes le 15 avril 2019, semaine décisive pour le Cameroun. On démarre cette semaine puisque, comme vous le savez, les libertés au Cameroun, ce sont là les grands combats sur tous les domaines. On doit évidemment conquérir toutes ces parcelles de liberté, des droits de l'homme au pays où on est clairement encerclé par toute cette répression qui continue et se perpétue à travers ce qu'on peut dire aujourd'hui comme déclaration gouvernementale ou même comme action de l'administration au Cameroun. On voit très bien que même les organisations de la société civile se plaignent de ce que il est désormais pas possible d'organiser un point de presse dans ce pays sans qu'on ne vous l'interdise ou sans que vous voyez la police venir fermer le lieu auquel vous voulez donc réaliser votre action citoyenne. Donc il y a tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte et voir que le Cameroun est en train de sombrer, est en train de revenir à des années qui étaient jusqu'alors oubliées. Donc le Cameroun est en train de passer clairement au très très mauvais côté. Alors pour cette deuxième partie, Florazio va lire quelques messages et ensuite on va évidemment faire la revue des réseaux sociaux. Tout à fait, quelques réactions. D'abord, un lien avec l'histoire du jour. Victor à Melon dit que le repas doit se faire dans ce village, dans le village de son mari, c'est-à-dire celui qui a épousé sa mère coutumièrement pour avoir la bénédiction. Oui, mais en associant sa maman aussi. Autre réaction ce matin, si on t'explique le Cameroun. Ah là là, toujours le même, c'est juste pour dire que la fin est prochaine. C'est une divulgation inconsciente d'un régime qui ne maîtrise plus rien. Voilà. Autre réaction ce matin par rapport à la colère de Charles Hamel. Une autre réaction, tout repose sur le pilier central, car il a construit une machine qui ne parvient plus à contrôler, nous dit-il, Diderot, depuis Bafoussam. Alors, Charles Hamel, est-ce que c'est une question de personne? Samuel Vandoyolo, qui est le nouveau directeur du cabinet civil de la présidence, ou on va dire que c'est l'expression peut-être de personnes qui manœuvraient dans l'ombre pour, comme l'a dit tout récemment sur nos plateaux ici à Equinox, Robert Mouté Ambassa, qui aurait des gens à l'intérieur qui manœuvraient pour évidemment jouer des mauvais tours au régime de Yaoundé, au pouvoir de Yaoundé. Alors, monsieur Rifopoussi, rappelez-vous de l'histoire du cheval de Troie. Oui, tout à fait. À partir de l'histoire du cheval de Troie, vous pouvez imaginer dans quoi est-ce qu'on semble être en train de se retrouver. Pour faire plus sérieux, pour casser un ménage, monsieur Rifopoussi, il faut s'aimer le doute. Soit du côté du mari, soit du côté de la femme. Oui. Créer la suspicion. Ces fuites ont tout naturellement créé la suspicion au sein du sérail. Il y a une question à l'heure actuelle qui est en train de se poser. Qui est qui? Est-ce que M. Fopoussi qui me regarde dans les yeux, là, ses yeux sont purs? Il faut que je me méfie.
Pendant que je l'ai dit de M. Fopoussi, lui-même est en train de se méfier de moi. En disant, est-ce que c'est sûr que M. Matjoukir, son riz est bien? Même votre stylo, vous ne pouvez plus passer à quelqu'un de peur, que ce soit le stylo caméra qui filme. On se méfie désormais de tout. On se limite même à moi rien qu'au simple bonjour. Voilà déjà un climat qui va paralyser l'ensemble des activités. Premier point. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, ça a commencé par les publications d'interdiction de sortie du territoire. Vous vous levez un matin, interdiction de sortie du territoire. Le soir, vous voulez dormir, vous entendez convoquer, telle personne est convoquée au tribunal spécial, sans qu'il n'ait même été encore notifié, la convocation était déjà sur les réseaux sociaux. Donc, voyez jusqu'où ça s'est mis. Et ça paralyse le système parce qu'on ne sait plus qui est qui fait quoi. Vous vous demandez, est-ce qu'on est encore souverain? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées, qui étaient censées être cachées, qui se retrouvent dehors. Des rappels à l'ordre. Après, vous avez un simple rapport, même ne serait-ce que du parti, ça se retrouve sur la tribune. Après, vous avez même fait un voyage, un déplacement non autorisé, qu'on vous rappelle à l'ordre, c'est sur la toile. Alors vous vous dites, qui peut le faire? Est-ce que c'est la secrétaire? Parce qu'on avait eu ce débat, rappelez-vous ici, on s'est dit, c'est sûr que c'est celle qui a saisi, qui a mis cela à l'extérieur. Parfois, c'est pas elle. Entre elles, les différents bureaux où ça traverse, les différentes photocopies, les ampliations qu'il faut envoyer, les différents mails. Non, monsieur. Et je me rappelle qu'en 2017, en son temps, le Premier ministre de l'époque, Philémon Yang, avait sorti une circulaire pour menacer les fonctionnaires sur cette question qu'ils doivent respecter la confidentialité. Alors, souvenez-vous, Charles Hamel aussi. Alors, oui, mais est-ce que ça empêchait quoi, monsieur Eric Fopoussi? Oui. Ça n'a empêché strictement rien. Quel est le regard que les pays voisins porteront désormais sur le Cameroun? On va dire la confidentialité dans la rue. Quel titre donneront-ils? Quel titre va accompagner désormais l'appellation Cameroun, monsieur Eric Fopoussi? Ça, il faut se poser la question. Est-ce que c'est vécu au Gabon? Est-ce que ça se vit en Guinée équatoriale? Pourquoi c'est au Cameroun? Les mauvaises langues vont dire c'est le déclin. Les mauvaises langues vont dire non, c'est la guerre des clans. Les mauvaises langues vont dire, mais il n'empêche, il n'en demeure pas moins que ça reste un État. Que nous sommes dans un État qui a ses principes. Il y a des gens dont le rôle fondamental tout autour de la présidence ou dans la présidence est de protéger les secrets de France. Mais si on retrouve tout cela dehors, rappelez-vous de ce document qui avait circulé en 2016 où on disait interdiction de vous retrouver dans les lieux publics, interdiction d'aller dans les marchés, non, ne sortez, à telle heure vous devez être chez vous. Pourtant, c'était un document qui avait été fait. On avait attrapé la personne, M. Eric Fopoussi. C'était une femme qui travaillait au service. Mais cette femme était très éloignée des lieux de décision. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux. Et moi, j'ai pas l'habitude de le dire. Quel est le sens de la devise du Cameroun? Paix, travail, patrie. Sommes-nous tous des patriotes? Où est passé le sens du patriotisme? Travaillons-nous tous pour le développement du Cameroun? Si on repart à cela, comme le dit Bobo, je pense qu'on comprendra beaucoup de choses. Mais pour le moment, nous sommes rentrés dans une vacuité, nous sommes rentrés dans une vanité où tout se fait n'importe comment. Chacun, le sens patriotisme est mort. On est vidé de cela, monsieur Eric Fopoussi. On travaille plus pour soi que pour la patrie. Alors, je voudrais partager avec vous une expérience vécue, rapportée par un responsable du Cameroun. Il devait être nommé pour être nommé, ce responsable-là avait dû traverser quelque chose d'extraordinaire, puisque l'autorité qui devait le nommer l'avait donc appelé dans son bureau, l'avait fait appeler dans son bureau. Il est venu et pour lui annoncer qu'il serait nommé dans les semaines, les mois à venir, il a fallu que l'autorité en question prenne sa clé USB, qu'elle garde sur elle régulièrement, qu'elle pointe cette clé USB sur son laptop, ouvre le fichier de nomination de la personne et lui montre et de lui dire, si j'écoute, si cette information file dans la presse, alors là, nous aurons beaucoup de problèmes parce que ce n'est que toi et moi qui savons que ce document est prêt et que tu seras nommé là-dessus. Le monsieur a dû, vous imaginez, a dû se taire, a dû garder ce secret-là. Et il a même dû travailler avec son patron qui devait remplacer plus tard, pendant des mois et des mois,
en ayant l'esprit qui sera le prochain nommé à ce poste-là. Donc vous voyez à quel niveau de suspicion nous arrivons et que les gens gardent de manière secrète les nominations, parce que si on dit à un secrétaire, rédige-moi telle nomination, je vais signer dans, vous êtes sûr que le même jour, c'est un canard enchaîné camerounais qui va tout de suite le récupérer. Donc il y a ça et ça, oui, et ça pose beaucoup, oui, bien sûr, ça pose, oui, bon, Bengan, oui. Oui, et justement, oui. En nos premiers pas dans ce métier, oui. Il arrivait, donc vous avez l'habitude de découvrir les sommets des Nations Unies à l'époque et tout. Rendez-vous compte qu'on vous remettait presque tous les discours des chefs d'État. Mais on disait embargo jusqu'au prononcé. Et nous, tu n'avais pas la publicité. Tu ne publiais pas, même pas. C'était pour t'imprégner du dossier. Oui. Et tu n'en parles pas, même à ton épouse. D'abord, il ne pouvait même pas imaginer. Même dans la même salle de rédaction, vous qui aviez ça, vous maintenez. Et c'est justement ça l'interrogation principale, Chalamel. Est-ce que valent les institutions aujourd'hui et les gens qui accompagnent le chef de l'État? Est-ce que c'est le chef de l'État qui fait problème? S'il fait problème, alors démissionnez. Voilà. Démissionnez. On ne peut pas mettre l'État, la République dehors au marché. Non, ça c'est pas la République dehors. Ça, c'est pas normal. Bon, à sa décharge cette fois, à sa décharge quand même, il faut dire qu'il y a un esprit qu'il faut dans ce pays effacer. Il y a des gens qui ont un esprit malveillant. Lorsqu'il va avoir l'information qu'il y a quelque chose qui sera à votre profit, il sera le premier à aller chuchoter pour que les réseaux se mettent en place contre vous. Parce que vous savez, c'est aussi une question de réseau qui s'entremêle. Oui, mais c'est ce que Charles Lambert disait, parce que nous ne connaissons pas la devise. Nous ne connaissons pas nos devises. Ça veut quoi? Il y a de la place pour tout le monde. Il y a un seul poste ministériel à l'éducation, par exemple, de base. Même si ça filtre que Flora sera la prochaine ministre de l'éducation de base. Mais mon problème, c'est où? Il faudra mettre mais attendez. Justement, quand j'ai commencé à développer cette haine, cette méchanceté envers Flora, et j'ai vu l'information, ça veut dire que je n'aime pas le pays. Ça veut dire que mes problèmes personnels avec Flora, je les porte. Pour que même si le pays prend de l'eau, c'est un bateau qui prend de l'eau, je m'en fous. D'accord. Et on va se retrouver dans une situation la difficulté maintenant, M. Eric Fopoussi, c'est que rendu à cette heure, vous sanctionnez qui? Justement. Vous nettoyez. Si on vous demande de nettoyer, on demande au d'État de nettoyer, nettoie qui, laisse qui? Parce que là, vous ne savez pas qui fait quoi. Vous ne savez pas jusqu'où va les responsabilités. Ça peut être quelqu'un qui a déposé, au moment où on fait la photocopie, et puis vous savez aujourd'hui qu'il y a des photocopieurs qui enregistrent tout. Ça veut dire la photocopie, là, on passe, le soir, la personne revient avec la clé et tout, il fait l'enregistrement complet. Vous savez que la chaîne de responsabilité, c'est un quel degré. Alors, est-ce qu'il faudrait que vous confinez tout dans votre bureau? Tout se passe dans votre bureau avec 3, 4, 5 personnes. Donc, vous voyez ce quel degré là. Et maintenant, avec cela, les réactions de l'extérieur, parce que regardez, c'est pas tout. À peine ces documents commencent à sortir, tous ceux qui sont ceux dont on accuse tout le temps d'ingérence profitent de cela pour dire attention, le Cameroun, il y a les failles, il y a ci, il y a cela. Si c'est fait de manière volontaire par l'État du Cameroun, par certaines personnes tapis dans l'ombre, qu'ils arrêtent. Si c'est fait exprès par le gouvernement pour intimider, je ne sais pas moi, la base, la brigade, qu'ils arrêtent. Parce qu'à un moment donné, ça démontre la fragilité à un certain niveau. Voyez-vous qu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas pu se relever tant qu'ils n'avaient pas mis la main sur Assange. Tant qu'ils ne s'étaient pas rendu compte que le rapport avec la Russie, ils ont développé, et cela on donne raison aux Chinois aujourd'hui, qui ont développé tout un canal particulier de communication, même la Facebook. Ils ne communiquent pas avec vos Facebook d'ailleurs. C'est une communication bien filtrée. Même Google, vous arrivez à votre Google de consultation. Ok, on va continuer à lire 2 ou 3 messages Florazé avant de prendre autre chose. Alors pour l'histoire du journal Balkis de Amabanda qui réagit, dit l'enfant doit organiser cette cérémonie dans le village de son oncle pour éviter un autre problème. Non, justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. On a compris. Allez-y, Florazé. Alors, comme tout le monde est à Bawok, il doit le faire.
de ce côté. C'est Christelle Aboya qui réagit ce matin. C'est très important. Non, même si compris. tout le monde est à Douala, c'est à Bawak. Donc, Vous insistez. Non, ce n'est pas parce que tout le monde est à Bawak. Même si tout le monde était à Douala et que Bawak était abandonné, on l'organise à Bawak. D'accord, allons-y. Par rapport à la colère de Charles, alors c'est le système est le problème. Oui. Si on change le système, il n'y aura plus de problème. Nous dit cette réaction. Mais le système a beaucoup de ramifications. Hein. Et il faut dire aussi, et c'est peut-être là qu'il faut comprendre pourquoi il y a des difficultés à savoir qui peut être le dauphin du pouvoir de Yaoundé. Parce que vous savez, dès que le président va dire que telle personne c'est mon dauphin, vous verrez une horde de personnes qui vont rapidement se mettre en place. Mais là aussi, ça veut dire que c'est lui qui a créé ça. On le voit. Oui. Nous, dès 79, on savait que c'est lui qui allait. Oui, alors, bon, vous savez, c'est ça, pas la même chose. Le président Edjo tenait ses troupes entre guillemets, puisque là encore il faut bien voir. Donc c'est toutes ces questions-là. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui avec cette presse à gage qui à chaque fois était très prolixe sur certains noms. Aujourd'hui on parle beaucoup de Ibrahim Talbamala comme étant un potentiel dauphin. Il faut voir effectivement ce qui se passe sur ce nom-là dans une certaine presse à gage. Donc toutes ces questions-là, il faut bien voir que le système est jonché, ramifié de réseaux qui s'entremêlent. Et il faut, comme vous l'avez dit, mettre fin à ce réseau-là. Pour y mettre fin, il y a beaucoup de choses à faire. C'est, comme on le dit, un chemin long et tortueux. Alors, Flores, on va avec vous lire on va avec vous parler des messages. C'est bon maintenant. On reprend la revue des réseaux sociaux. Hein. Tout à fait, il faut aussi. 3 informations, mais la toute première, c'est en image. Ces images qui ont fait le tour et qui continuent de faire le tour des réseaux sociaux et qui posent un tout petit peu de polémique parce que tout le monde dit ce qu'il pense. Alors on observe à travers ces images le pape François qui est face aux responsables du sud du Soudan et certains ont expliqué sur les images ce geste d'être un geste prophétique. Alors en tombant à genoux aux pieds de certains responsables, certains qui parlent d'ennemis du sud du Soudan. Le pape François a donc surpris tout le monde en faisant donc ce geste. Et comment interpréter justement ce geste, chers amis. Et certains estiment qu'en s'agenouillant, justement, il l'a fait pour demander aussi la paix. Et puis face à certaines situations très complexes, comme celle du Soudan du Sud, il faut quand même rappeler que nous sommes habitués à ce que l'on se mette à genoux devant le pape. Mais là encore, voilà une situation qui a surpris tout le monde. Et puis, certains estiment que cette position du pape vient changer une certaine logique et inaugure aussi un nouveau système ou alors façon d'exercer l'autorité ou alors la puissance, le pouvoir sur ça. Alors, est-ce que cette méthode également va permettre d'attendrir, d'adoucir, Eric Fopoussi, les tensions? C'est les questions qu'on se pose également sur la toile. Comment vous interprétez-vous ce geste? Je vous repose la question. Certains estiment que c'est un geste prophétique qui peut quand même apporter pas mal de solutions positives au sein de la crise du Soudan du Sud. Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est que similitude pour similitude, il faut dire que ce jeudi, je crois que Jésus lave les pieds de ses disciples, le jeudi saint, je pense, hein, il lave les pieds de ses disciples, c'est un acte d'humilité. Le pape, là également, est dans une dynamique d'humilité, mais est-ce qu'il fallait prendre les photos pour montrer? C'est où le bas blesse, parce que vous sentez qu'il y a une machine à la curie qui a bien voulu que nous ayons ces images et qu'on les reçoive. La question du Soudan du Sud est une question, il faut le dire, préoccupante, puisque depuis 2011, date de l'indépendance et de la sécession de ce pays du Grand Soudan, avec sa capitale le Djouba, les deux leaders, Riek Machar et Salva Kiir, ne cessent donc de faire cette guerre civile interminable. Plusieurs accords ont été signés malheureusement, mais rien n'y fait. Est-ce que cette fois ce sera la bonne? Est-ce que le pape réussira évidemment à concilier les deux parties et que l'accord signé puisse être respecté? Boro Bengan, comment vous décryptez le geste papal? Non, voilà. C'est un seul mot. Oui. Les églises importées ne peuvent pas faire la paix. C'est tout.
Et pour revenir aux frères et sœurs de Floraté, ils disent ici, même quand Jésus a laissé la paix, non? En partant là, dit, je vous laisse la paix, il y en a tout, mais ils ne savent pas ce que c'est que la paix. Et pire encore, c'est des religions qui sont nées pour faire la guerre. Et face à cette complexité qui se trouve aujourd'hui dans la gestion des contradictions sociales, elle se trouve dans un bourbier. Ils ne savent pas par où prendre. Ce qui se passe, et moi ça me plaît. Ça me plaît parce que cela va ramener... Le malheur des autres vous plaît? Non. Mes frères et sœurs... C'est un malheur. Non, c'est un malheur. Mes frères et sœurs qui ont pensé que nos ancêtres ne savaient rien, on vous dit, la culture, il faut évoluer, il faut s'améliorer. Voilà où on revient. On sera obligé de revenir dans ce qu'on appelle la culture du consensus, qui est digne en Afrique. Et c'est ce que veut le pape. Hein. Non, non. Il y a un accord de paix qui est en cours, il faut le respecter. Il espère que les différentes parties vont respecter cet accord. C'est un pape qui a été à l'origine de la traite des Noirs. Il faut aussi le dire. Bon, il est héritier pas qu'il est lui-même. François, lui... Il est assis sur le trône. Apparemment, c'est le trône de Pierre. Ça veut dire que l'autre était assis sur le même trône de Pierre. Lui, donc, c'est un pape qui est à l'origine de la traite des Noirs. Aller vendre les gens. Je ne pensais pas si le Jésus que nous, le Dieu que nous, Africains, nous adorons, peut nous amener à de telles dérives. J'ai dit non. Mais sauf que là, il se rachète. Non. C'est pas comme ça. C'est un acte, on va le dire, de repentance. Oui, à peu près. Bon, on peut prendre ça comme ça. Aussi. Mais j'ai dit, moi, ça me plaît. Ça veut dire qu'en fait, c'est lui-même qui doit justifier maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser l'attitude aux gens, aux 7 milliards et demi d'individus, chacun interprète à sa manière. Justement, ça va en rajouter à l'ambiguïté et à la complexité de la chose. Qui dira la vérité? Il n'y a que lui. Il a dit, bon, il le fait pourquoi? Alors que tout le trésor qu'on prend, on l'amène, il bénit même leurs enfants. Il fait quoi? Est-ce qu'il a déjà commencé à, j'allais dire, à punir, à excommunier certaines personnes ou à faire de ça? Non, il ne le fait pas. Mais j'ai dit, ça me plaît. Il appartient aux Africains de dire que l'islam, le bouddhisme, la chrétienté, et en plus, quand il parle de la tradition africaine, il dit c'est la tradition, il faut savoir que ça évolue. Et on oublie que quand on est chrétien, c'est une tradition. Que ça aussi, c'est la tradition. Comme quand je parle du Mbok, du Lakam, du Mviti, on dit, ah, vous voulez la tradition, mais le judéo-chrétien, c'est une tradition. D'accord. Et qui est même, j'allais dire, le petit-fils de la tradition africaine. Parce que lorsque nous avons confié des choses à Moïse, et que, il nous regarde, je veux même le dire pendant la semaine sainte, oui. C'est nous qui avons transmis l'amour à Moïse. Et Moïse, qui s'imprégnait, voulait traduire ces textes d'amour en hébreu. Et il a trouvé le peuple juif en train d'adorer les dieux que ce peuple connaissait. Et Moïse a été tué. Et vous vous dites que Dieu a dit que tu verras Canaan, tu n'y entreras pas. Dieu d'amour ne peut pas lui dire un mot pareil. Donc il n'y a que le Dieu des religions là, qui fait la guerre, qui pouvait tuer le Moïse, qui pouvait tuer celui qui est porteur de paix. Donc aujourd'hui, ça les rattrape et c'est bien que ça soit au Soudan. Maintenant, est-ce que mes frères et sœurs africains comprennent qu'il faut revenir dans nos religions traditionnelles? C'est ce que je souhaite. D'accord. Alors, Karine, sur cette question. Par rapport à cette question, je pense qu'il y a plusieurs plans à ausculter. Nous, c'est vrai que le Soudan est à présent en train de sortir d'une crise, mais ce qui est encore plus important, c'est toute cette impopularité dont est sujette l'Église catholique de nos jours, qui se veut progressive dans tous les pays, que ce soit en Amérique latine ou bien en Afrique noire. Il y a quand même une impopularité qu'on observe de l'Église catholique, et je pense que c'est peut-être une campagne, un début de campagne de rechristianisation, ou encore pour appeler les chrétiens à une certaine vie, à une certaine pudeur, à une certaine sainteté, je ne sais pas, mais ce qu'on observe, c'est quand même que c'est une action qui est pure, qui est pieuse, mais est-ce que c'était le moment? Pourquoi particulièrement au Soudan? C'est ça la question. Soudan du Sud, hein, parce qu'il y a Soudan et Soudan du Sud. Alors, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi,
Il y a un adage qui dit, ou c'est une maxime, le monde changera lorsque les philosophes seront rois et les rois philosophes. Ceux qui comprennent pourront aller peut-être au-delà de cela. Voilà la mission qu'on attendait de l'Église, monsieur Eric Fopoussi. Du pape. De l'Église. De l'Église. Je précise bien de l'Église parce que l'Église est universelle. Je n'ai pas envie de dire du pape pour catalyser, non, je dis de l'Église. Je vais vous dire, je vais vous prendre un cas. À l'époque de Charienne, et c'était lui l'initiateur, tous les chefs grands conquérants avaient ce qu'ils appelaient une réunion du vin blanc. La réunion du vin blanc. Ils se retrouvaient une fois tous les deux, si vous voulez, permettez-moi de franciser ça, dans le calendrier grégorien, ils se retrouvaient 2 fois par mois pour échanger, pour discuter. Lorsque c'était votre tour, tout ce que vous avez à faire, c'était le vin. C'était le vin que vous avez à donner. Et il était fait mention de ceci, que celui qui va insulter, celui qui va toucher l'arme pendant les discussions, son royaume sera divisé, fragmenté en fonction de la puissance par ordre croissant de tous ceux qui siègent à cette assemblée. Vous allez vous rendre compte que tant qu'on n'était pas d'accord de prendre votre territoire, rien n'était fait, vous avez la protection. L'Église est arrivée en disant, nous on vient avec une protection la plus forte, la protection divine. On a eu des guerres, on a eu l'Éthiopie, on attendait cela. Dieu merci, on a eu, c'était le pape Jean-Paul II, en qui tout le monde s'est retrouvé, celui qu'on a baptisé le pèlerin du monde, celui qui faisait en pleine période de guerre et tout, qui descendait pour aller discuter. Voilà ce qu'on attend de l'Église, qu'elle se déplace, qu'elle se déporte pour aller dans les milieux de conflits, pour aller véritablement discuter. Bon, là, ce n'est pas au Soudan du Sud, hein. Là, c'est à Rome. Hein. Ils étaient en visite à Rome, au Vatican. Oui. Il ne s'est pas déplacé, là. Hein. D'accord. Même ça. Non, je dis qu'il ne s'est pas déplacé, c'est pour préciser. Non, il faudrait qu'il vienne. Voilà, qu'il vienne, même là-bas à Rome où il est, au Saint-Siège. Qu'il prononce un discours contraire au discours qu'a prononcé le pape Nicolas V le 8 janvier 1454, qu'il envoyait au roi Alphonse du Portugal. Oui. C'est le jour-là, le 8 janvier 1454, qu'un pape autorise qu'on commence l'esclavage. Donc, qu'ils nous disent que depuis cette période-là, l'Église est proche des pauvres, proche des opprimés. Nous inclinons par rapport à tout ce qui est arrivé, à tous les dégâts que l'Église a réglés. Ils reconnaissent que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Voilà, il est quand même assis sur le siège de Nicolas V. D'accord, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Église catholique a beaucoup de choses à se faire pardonner. Vous savez qu'elle est actuellement engluée dans un scandale de prêtres pédophiles, d'abus sexuels sur mineurs, de pédophilie. Donc il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui est reprochée à l'Église catholique. Ça peut être également là une opération de charme, reconquête des cœurs, mais surtout de redynamisation de l'action chrétienne. Oui, est-ce que Charles tous ceux Amel. qui sont là sont d'obédience catholique? Oui, ça c'est bon. Bref, je ne sais pas. On va, je refuse de m'avancer là-dessus. C'est important. Oui, je refuse de m'y avancer. Alors, Florasie, on va rapidement prendre autre chose. Le temps passe très vite. On va aller rapidement. La deuxième information, justement, nous plonge au cœur de la crise anglophone avec cette réaction de Lélé l'Afrique, puisqu'on parlait même des réseaux sociaux tout à l'heure à travers la colère de Charles Amel, qui nie d'une part aussi les accusations portées par Human Rights Watch sur justement l'armée, et aussi il demande aux uns aux autres de faire attention sur les réseaux sociaux, de faire preuve quand même de retenue sur les fausses informations que certains distillent à longueur de journée sur la toile. Je rappelle qu'il a également dit dans un communiqué que les forces gouvernementales commettent des actions contre les personnes vivant dans les régions anglophones du Cameroun. Et puis ça c'est ce qu'avait déclaré justement le directeur pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch. Et puis l'Afrique estime que c'est un peu gros. Ce sont justement, on revient encore sur la toile avec de fausses informations qui visent simplement à discréditer les efforts qui sont faits ou déployés par le gouvernement, par l'armée, afin de rétablir la normalité justement dans les régions, les deux régions en proie à la crise.
crise. Vous pouvez également ressentir les réactions de nos chers internautes sur la toile, parce que l'autorité continue également en précisant que les forces de sécurité ne ciblent que les cachettes des séparatistes. Donc il a tenu également à revenir sur ses propos, lui également, pour essayer de maintenir la paix dans les cœurs ou alors les mémoires de certains Camerounais. Encore que Eric Fopoussi sur la toile, ça fait donc ça crée deux camps lorsqu'on sait que des personnes perdent la vie tous les jours justement au cœur même de cette crise anglophone. On est encore de ces chiffres soit qui grossissent et également l'État d'un côté qui tient justement à attirer la couverture de son côté par rapport à certaines responsabilités. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est, on va dire, le service après-vente, le SAV, de son ministre de tutelle, Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, qui avait lui aussi, vous savez, organisé toute une conférence de presse pour expliquer que Human Rights Watch avait fait grossir les chiffres des déplacés internes au Cameroun et que le rapport publié en son temps par cette ONG était un rapport biaisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a fait suite aussi aux propos de Tibor Nagui, qui a confirmé dans ses propos que tout ce qui a été dit au pouvoir de Yaoundé, le pouvoir de Yaoundé a fait semblant et s'est fermé les oreilles, a dit circuler, il n'y a rien à voir et que tout ce qu'on dit. Alors, je dois quand même préciser que au lendemain de la sortie du ministre Paul Atangandji, qui avait en son temps dit, et faisant ici le bilan du plan d'assistance humanitaire en parlant de 75 000 familles qui avaient été donc prises en charge dans le cadre de ce plan-là, parce qu'il semblait vanter, vous le voyez, dans le dynamisme, même l'efficacité d'un tel plan. Il avait évoqué le chiffre de 75 000 familles, de plus de 75 000 familles. Alors, on avait vu en cela une forme de contradiction, puisque si on prend le chiffre 75 000 pour de familles, et qu'on part sur le principe que chaque famille a au moins 4 membres. Donc, le papa, maman... Et 2 enfants. 2 enfants. Bon, au Cameroun, vous êtes d'accord avec moi qu'au Cameroun, on fait des familles de 6 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Bon, le lit, les bantous au Cameroun, ils sont c'est un lit très fertile. Donc, si on part sur cette petite base de 4 personnes par famille, vous faites 75 000 familles fois 4 membres, on est clairement à 300 000. Donc, pas très loin de ce qu'a dit Human Rights Watch. Donc, à un moment donné dans ce pays, on doit pouvoir faire attention à ce qu'on dit. Il y a une situation gravissime dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les gens là-bas subissent des situations inconfortables d'ailleurs, et le climat n'est pas du tout bon. On ne peut pas continuer à faire la sourde oreille, à se mettre les œillères, à dire circuler, il n'y a rien à voir. On ne peut pas continuer comme ça, parce que lorsqu'on fait le déni, comme on le fait maintenant, c'est les familles qui continuent à en souffrir. Alors, et on ne peut pas se plaindre après de voir Tibor Nagui venir vous dire qu'après le Soudan, ce sera le Cameroun. C'est parce qu'effectivement, il se rend compte qu'il y a une situation qui n'est pas prise en compte comme il le faudrait. Alors, bon, Benga, vos commentaires sur ce qu'a dit le gouverneur de la région du Nord-Ouest? Moi, cette mise en garde? Je pense comme vous qu'il aurait pu se taire, laisser, puisque son supérieur hiérarchique a énoncé, a tenu ce discours, je parle le porte-parole du gouvernement aussi, qu'il laisse cela au niveau des gouvernements. Donc, ça suffit. Et qu'au niveau du gouvernement, il y a 2 choses fondamentales qu'on doit faire. Et vous nous avez amené dernièrement à faire des comparaisons avec l'Algérie. Nous vous avons dit que même s'il y a des similitudes, on ne peut pas faire de comparaison. En Algérie, vous avez l'obligation de donner au gouvernement votre pré-rapport pour que le gouvernement ait des lire et vous apporte aussi son point de vue après publication. Et en publiant votre rapport, vous dites à chaque fois le point de vue du gouvernement relativement à chaque point était dans le rapport. Première chose qu'on doit faire pour que ce soit Amnesty International, Transparency, tout ce que vous voulez. La deuxième chose, nous avons au Cameroun une commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Vous avez vu, et leurs rapports sont confidentiels, sont adressés au chef de l'État. Et face à ce qui arrive, le président Chimutambanda a adressé une lettre dernièrement au chef de l'État en lui disant, mais Excellence, faites-nous travailler. Nous vous adressons des rapports chaque fois. Vous ne nous retournez même pas avec des propositions. Vous ne retournez pas ces rapports avec des propositions ou même avec des critiques. Mais ça ne va pas. Donc,
voilà, nous avons notre organisme à nous. Il y a même le ici. REDAC. Voilà. Et le Au-delà REDAC. de Human Rights Watch, il y a Donc, le REDAC pourquoi qui a Human Rights combien de Watch, rapports? Amnesty International sont devenus membres consultatifs de l'Organisation des Nations Unies? Précisément parce que là-bas, les États les ont encadrés. Et pourquoi nous ne pouvons pas encadrer nos organisations de défense des droits humains pour qu'elles soient ces organisations-là membres consultatifs auprès de l'Union africaine, même de l'Union européenne ou des Nations Unies. Tout à fait. Donc ça, à ce moment aussi, nous irons, je ne sais pas moi, à Gaza pour dire que les Israéliens ont fait ci, nous irons en Syrie, nous irons en Afghanistan et tout. Puisque nous aurons la couverture de l'Organisation des Nations Unies. Dans un pays où lorsqu'une organisation, la société civile va organiser une conférence de presse, on l'a interdit, on ne peut pas imaginer un tel procédé. Il n'y a vraiment pas arrivé là-dessus parce que nos gouvernants ont pris l'option de l'État policier, de la répression, et ça ils l'ont assumé, ils le disent tous les jours clairement. Nous sommes dans un État où si vous voulez manifester publiquement, vous devez vous conformer aux interdictions. D'ailleurs, le premier président de la Cour suprême l'avait dit, qu'ils en ont assez de tout cela et qu'on doit arrêter dans ce pays de vouloir chaque fois conquérir des parcelles de liberté. Alors, Charles Hamel, sur cette sortie du gouverneur de la région du Nord-Ouest, il n'est pas d'accord, il met en garde. Voilà, c'est clair. Alors, M. Rifopoussi, je dirais à Mbamba que depuis le déclenchement de cette crise, il faut dire qu'il s'exprime peu. Il s'est exprimé peu, sauf lorsqu'on lui a demandé de faire des sorties. Et je crois qu'on lui a demandé certainement, puisqu'il est dans le chaudron, de faire une sortie pour pouvoir s'exprimer sur la question. La preuve, si on descend un peu dans le sud-ouest, vous allez vous rendre compte que là-bas, le préfet ne parle pas. Le gouverneur sous-préfet ne parle pas. aussi. Ce n'est que le maire. Oui. C'est le maire qu'on voit au devant. Est-ce que c'est dit que c'est le maire qui commande toute la région? Il faut vous poser toutes les questions. Je vais transposer cela en vous prenant le cas aux États-Unis. Lorsque les Noirs, toute la communauté noire s'est levée disant qu'on assassine, on brutalise les Noirs, on fait tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que la réaction du gouvernement face à la montée des ONG et tout? Ils ont dit d'accord, toutes les descentes désormais seront filmées. Partant de l'interpellation, les véhicules seraient équipés des caméras, Et vous vous êtes rendu compte que chaque fois qu'on a eu à accuser, l'armée, la police fait sortir des vidéos en disant voici comment la scène s'est passée. Ou ont mis d'autres vidéos individuelles. Vous voyez une guerre comme celle-ci, puisque le chef de l'État a déclaré la guerre au Perron. Rappelez-vous, c'était au Perron de l'Élysée qu'il a déclaré la guerre. Les journalistes ne sont pas associés, la société civile, les ONG. Il n'y a véritablement aucune preuve, sauf celle dite par les témoins sur la scène. Et on va le dire comme ça, de ces associations. Donc je pense qu'il faudrait à un moment donné, c'est vrai qu'on ne parle pas de ces choses, parce que la grande miette, il faudrait qu'ils ouvrent, qu'ils facilitent la compréhension, c'est tout. La grande miette à quel niveau, Charles Hamel? Les déplacés internes? L'armée, c'est la... Non, mais c'est pas l'armée. On parlait des stations de l'armée. Non, pas des stations de l'armée. L'armée, c'est la grande miette. C'est la grande miette, c'est de l'armée. Non, mais on ne dit pas. Non, il faut vraiment... Les ONG ont réagi et ont dit leur part là-dessus. Et les gens vivent au quotidien la situation dans le nord et le sud-ouest. Où est-ce qu'il faut fermer la bouche? Non, mais quand on y a quand même des déplacés, il n'y a pas eu tremblement de terre là-bas. Il n'y a pas eu un volcan qui est monté. Donc, ça veut dire qu'il y a de la guerre. Il faut donc justifier pourquoi tant nombre de déplacés. Et c'est pour ça que les ONG vous disent l'armée de guerre est en train de massacrer. Je veux comprendre où il y a la grande muette là. Non, on ne doit pas dire, parce que si l'armée est considérée comme ayant, vous avez parlé de quoi, la violence légitime, voilà, on peut se taire, parce que c'est son rôle, c'est de nous protéger. De nous protéger. Donc c'est pour ça qu'il y a des informations. On parle d'un gouvernement, on parle d'un gouvernement qui donne des orientations. Je pense que non, l'ONG en question inculpe, ou alors a tendance à inculper les forces de défense et de sécurité. C'est pour ça que Charles Hamel mais qui sont dirigés, qui prennent des ordres quelque part. Est-ce qu'ils s'auto-saisissent des situations? Le gouverneur dit que ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas... Donc c'est qu'on les envoie là-bas. Donc du coup, il faut qu'on n'ait pas peur des mots. Les mots sont clairs. Les gens subissent des situations très compliquées dans ces régions du nord et du sud-ouest. On a seulement 2 petites minutes pour boucler cette revue des réseaux sociaux. Karine Sota, désolé. On va prendre la dernière information, Florazé, rapidement. C'est en sport et oui. aussi avec le CHAN 2020.
Voilà, on a la CAF a retiré donc l'organisation justement du championnat d'Afrique des Nations à l'Éthiopie justement pour le Cameroun. Alors maintenant, la CAF a donc décidé de retirer cette organisation pour cause des retards éthiopiens en termes d'infrastructure et autres, mais également, a-t-il dit, pour permettre au Cameroun de se tester même en vue de la Coupe d'Afrique des Nations prévue pour 2021. Alors vous savez également que depuis le retrait même de la CAN, on a suivi des scandales encore et encore qui ont marqué même le retrait de cette CAN. Est-ce que le Cameroun sera donc prêt même à organiser le Chan 2020? C'est la question que nos chers internautes se posent. Mais il faut quand même observer que la fédération éthiopienne, elle, s'est excusée. Justement, elle n'est pas prête en termes d'infrastructures et autres pour pouvoir gérer ce Chan 2020. Et justement, ce n'est pas contre ce retrait. Est-ce que le Cameroun sera prêt? C'est la question qu'on se pose. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'on voit des gens jubiler. Mais ce pays, franchement, non, on est complètement on a rouvert le chantier au Stade Paul-Biya. C'est un piège. Ah, d'accord. C'est un piège. Et là, il y aura combien de poules dans lesquels on va tomber? C'est un test. Si le test est concluant, on va voir. Voilà, c'est un test. Non, mais moi, j'ai peur que le test ne soit pas concluant. Donc, en tout cas, c'est clair. Merci Un beaucoup. essai rapide. Le Cameroun l'a accepté. Merci beaucoup sur Bien ce sûr. plateau. Puisqu'ils ont accepté jusqu'à ce jour, Bien sûr. dit que le Cameroun est un pays respecté en Afrique, c'est pourquoi on leur a dit. Oh, mais c'est pour Le vous Chan. êtes Camerounais. Non, mais c'est ce qu'ils ont dit. On- mais on peut Non, voir mais c'est- ça non, avec mais ils ont respect. dit. Non, mais écoutez, On aimerait bien voir comment ça va je se suis faire. Camerounais. Oui. Attention, Florazé, être Camerounais n'est pas supporter un gouvernement. Oui, non, pas une compétition. Non, moi je suis d'accord. Être Camerounais n'est pas supporter un Non, je gouvernement. dis qu'au niveau du langage, Cameroun dit que c'est un test. Les gens Acceptons quand même prendre ça comme un test. les gens nous font le procès Qu'est-ce qui est d'anti-patriotisme. ça comme non. Qu'est-ce qui est prêt? Test. Qu'est-ce qui est prêt? Non, je dis c'est un Même test. pour un test, il Quand faut dire même. des choses. Flora, Non, mais laissons d'abord les choses se nous sommes à faire. deux. Allez jouer à Limbé. Laissons d'abord les choses se Il faire n'y a avant pas de laisser d'être. les choses se faire. Non, on ne sera pas prêt, ce sera la honte. 2020, c'est demain. 2020, c'est demain. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Vous voyez, on est toujours en train d'être dans ce procès d'intention. Alors, vous êtes anti-patriote, ça revient chaque fois. Et vous comprenez pourquoi ça peut choquer parce que... Non, mais ça peut choquer. Non, c'est important de dire aux Camerounais. C'est important de dire aux Camerounais que critiquer ce qui ne marche pas dans son pays n'est pas un acte antipatriotique. Il faut qu'on s'entende là sur les mots. Alors, tout de suite, madame, monsieur, on va faire interpellation et ensuite les commentaires en plateau. À tout de suite. On a l'insécurité dans le pays pour le moment, le pays est en crise. On aimerait que le pays soit sécurisé, que les chefs d'État nous gèrent bien, et nous orientent vers le bonheur parce que nous souffrons tellement. Et le pays c'est vraiment dur. On aimerait aller vers l'avant parce que ça ne nous laisse pas. On se bat comme on peut mais on n'arrive pas. C'est dur ici à Douala. On aimerait aller de l'avant. La sécurité est importante pour nous tous, nous les Camerounais. Quel que soit où, quel que soit ici, là, c'est la même chose. Nous sommes tous Camerounais. On parle de la sécurité à Douala, l'insécurité dans le nord-ouest. On aimerait que ça marche bien. Que nous tous, nous sommes Camerounais. Il n'y a pas les Bamenda Boy, il n'y a pas les Douala Boy. Nous tous, nous sommes de la même famille. C'est ce qu'on veut. Voilà, retour sur ce plateau. Commentez Borobengan ce que le compatriote vient de dire. Je suis de son avis. Mais comme aiment dire les comédiens, la situation est un gancon. Donc, c'est compliqué. Et comment le chef de l'État va s'en prendre, va se prendre pour nous amener à notre épanouissement? Bon, je ne vois pas les voies. Nous sommes à 101 jours du gouvernement qui a parlé des grandes opportunités. Bon, peut-être que vous envoyez, c'est une laver le champ, bon, peut-être. Mais sauf que le stade qui porte son nom est fermé, les chantiers sont fermés. Mais bon. Très bien. Merci. On va tout de suite, madame, monsieur, basculer le plateau. Béou Consti, l'ami nous a rejoint. Consti, je vous dis bonjour en ce début de semaine. Oui, bonjour Eric. Bonne semaine Pascal à toute l'équipe du Zénith. Bonne semaine Pascal à tous les téléspectateurs du Zénith. Alors, aujourd'hui, une fois de plus, chers téléspectateurs, il est question d'attirer l'attention sur la consommation du monde obligatoire, le point de vente et le prix. Alors, ce complément alimentaire, vous le retrouverez au prix de 5 500 francs
du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Le voici, votre vendu Oméga 3, vous l'avez à 5500 francs, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Alors quel est son rôle, chers auditeurs téléspectateurs? Le vendu Oméga 3 est un complément alimentaire, comme je l'ai toujours dit dans cette émission, qui permet de réduire les complications du diabète. Le vendu Oméga 3 permet également de réduire le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le vendu Oméga 3 permet également d'assouplir les articulations pour ceux des téléspectateurs qui ont problème d'articulation. En consommant le vendu Oméga 3, seront de plus en plus souples. Le vendu Oméga 3 permet également, bien il faut le rappeler, de garder la bonne humeur en longueur de journée. C'est un complément alimentaire pas comme les autres. Il nous vient des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. Vous l'avez à 5500 francs. C'est le prix uniquement valable au magasin 1001 tapis, qui est situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que le prix officiel du vendu Oméga 3 est de 6 000 francs. C'est le prix officiel. Mais uniquement pour les clients du magasin 1001 tapis, ce point de vente par excellence de l'Oméga 3, vous l'avez à 5 500 francs. Donc profitez de ce prix qui est le vôtre pour l'acheter en ce moment. Profitez de cette spéciale réduction pour l'acheter en ce moment, parce que l'Oméga 3 est important pour notre santé. À côté bien sûr du vendu Oméga 3 qui est disponible au magasin 1001 tapis à 5500 francs, vous avez la lotion des diabétiques. Oui, cette lotion des diabétiques qui permet non seulement de protéger la peau des diabétiques, de l'embellir, de la nourrir. Vous l'avez donc à 6 000 francs. C'est lait de toilette de qualité supérieure pour les diabétiques, disponible toujours au magasin 1001 tapis, qui est situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin, vous pouvez tout simplement nous appeler à nos numéros de téléphone et bénéficier d'une livraison à domicile. Quelle que soit votre ville de résidence, votre quartier, votre pays, nous allons nous occuper de la livraison de votre commande à travers nos numéros de téléphone. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci Consil Lamine. Alors Florazé, on va avec vous lire quelques autres messages reçus de la part de nos téléspectateurs ce matin. Alors, on a notre cher ami qui demande bien jusqu'à quand cette crise. Le gouvernement ne va jamais cesser de nous étonner. Ça fait il y a pratiquement 4 ans qu'on vit cette situation. Autre réaction. On ne prend pas au sérieux ou en considération la situation au nord-ouest et au sud-ouest, malgré les crimes grandissants. C'est déplorable. C'est Yannick Bitsa qui réagit à Bélabo ce matin. Les dossiers confidentiels, ce sont ce sont les personnes de la République qui le font. Enfin, qui décident ces documents sur la toile. D'accord. Carlos Chassé. Ok, merci. Alors, les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans ce pays. C'est inédit ce qui se passe dans ce pays. Je rappelle que la Commission africaine des droits de l'homme de l'Union africaine s'est réunie la semaine dernière et a pondu un rapport sur le Cameroun. Et ce rapport-là ne sent pas du tout bon parce que l'Union africaine est claire et nette. Il y a une violation constante dans ce pays des droits de l'homme et ça continue puisque les gens semblent faire la sourde oreille, font la sourde oreille et pensent que ce qui est dit par d'autres, c'est clairement, comme on le voit, une tentative de déstabilisation du pays. Alors, Consil Lamine, une fois de plus, c'est à vous. Hein. Alors, une fois de plus, pour la vente dans cette émission, à travers alors, nous parlons à l'instant de la poêle Red Copper. Oui, je rappelle que nous sommes à quelques jours de la célébration de la fête de Pâques. Et ce jour-là, il y a pas mal de mets qui sont concoctés dans les foyers. Il y a pas mal de repas qui sont réalisés ce jour. Alors, ceux qui ont besoin de faire, par exemple, le poisson à la poêle, ceux qui ont besoin de faire des gâteaux, ceux qui ont besoin de faire des omelettes, ceux qui ont besoin de faire frire le plantain, le macabo, le manioc, plus besoin de chercher loin ce qu'il y a à côté de vous. Voici la poêle Red Copper
Cooper. Cette poêle de qualité supérieure que vous retrouverez au magasin 1001 tapis au prix de 14 000 francs. Une poêle neuve, une poêle spacieuse, une poêle nyanga. Aïe, 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 aïe. Vous l'avez à 14 000 francs au magasin 1001 tapis. Quelques avantages liés à l'utilisation de la poêle Red Cooper. Je vous rappelle que cette poêle ne colle pas, elle est durable et on n'a pas besoin d'utiliser assez d'huile, voire même, on n'a même pas besoin d'utiliser de l'huile pour ses fritures. C'est une poêle médicale. Ah ben oui, vous l'avez à 14 000 francs au magasin 1001 tapis et nous la vendons avec garantie. Oui, nous la vendons avec garantie, cette poêle Red Cooper que vous voyez en ce moment. Regardez bien sûr l'intérieur. Voilà donc l'intérieur de votre qui vous sera présenté tout à l'heure. Vous l'avez donc à 14 000 du côté du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr de la poêle Red Cooper, on a des gants de cuisine que voici. Ce sont des gants faits à base de silicone. Ces gants nous permettent d'être à l'abri des brûlures. Vous les avez à 5 000 francs. Votre paire de gants de cuisine, toujours disponible au magasin 1001 tapis. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble de la poêle et de la paire de gants, vous débourserez tout simplement la somme de 16 500 francs. Pour ceux qui ont besoin de la poêle et de la paire de gants, vous débourserez la somme de 16 500 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Merci beaucoup et bon achat à tous les clients du Concept Salaka. Merci beaucoup Consilamine, Concept Salaka, madame, monsieur sur Equinox Télévision. On va tout de suite sortir avec quelques autres messages reçus de nos téléspectateurs ce lundi 15 avril 2019. Lorazé, allez-y. Il y a Carlos Chessem qui réagit à Yaoundé. Par rapport à l'histoire du jour, il dit qu'on doit ramener le monsieur doit ramener la tête de sa maman auprès de son papa et avant de tout recommencer chez lui à Barouk. Autre réaction, les hommes ont abandonné Dieu pour suivre les églises, nous dit notre cher ami ce matin. Autre... je ne comprends pas, les hommes ont abandonné Dieu pour suivre les églises. Je ne sais pas si c'est logique. C'est par rapport au sud. Oui, c'est logique. Il y a une différence entre la religiosité et la spiritualité. Oui, la spiritualité éveille l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Or, l'église est rattachée à un prophète, à des prophètes, des sortes. Et l'église a besoin d'un bétail et d'un berger. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, je ne crois pas trop. Oui, le changement. Alors, autre réaction ce matin au Cameroun, ils font un bon siège. Les responsables devraient faire vraiment attention. Et puis, cela sera également bénéfique pour nous. Je pense qu'ils seront également dans l'obligation de poursuivre les travaux après, par rapport au Chan 2020. C'est Cissé Abonabéry qui réagit. Vous y croyez de pression, Florazé? Mais il y a un message, monsieur Fopoussine. Laura vous a interpellé. Il vous a dit vous êtes camerounais. Non, apparemment, vous critiquez, vous n'êtes pas camerounais. Je n'ai jamais dit ça. Elle a remis en doute ma camerounité. On est vraiment dans un fantasme. Je ne sais pas, franchement. Non, j'y crois. Moi, j'y crois. Oui. En plus de tout ce qui a été dépensé, il faut dire qu'un excédent de 150 milliards de francs CFA ont été décaissés sur un argent déjà décaissé pour parfaire ou achever les travaux. Alors, pensez-vous que, à l'allure où vont, sur le plan, c'est-à-dire parmi les points, les 20 points qui avaient été relevés, il y avait la question de l'eau, l'accès à une eau de qualité. Vous pensez qu'on a résolu une énergie permanente? On a résolu la qualité d'Internet. Est-ce que ça a été résolu? Les infrastructures routières, est-ce que ça a été résolu? La qualité en termes de complément. Non, mais posez-vous toutes ces questions. Non, mais c'est que Florazé nous demande comment est-ce que cela va être. Non, mais je pense qu'ils comptent comme tous les jours sur leur fameux stade Amadou Ahidjo. Mais ce qu'il faut dire, c'est que même ce stade, il y a des images qui nous sont parvenues. Des sièges de ce stade-là. Ça prouve encore, Charles Hamel, ce que vous dénoncez ici tous les jours. La question de la maintenance. On a un problème dans ce pays. Je ne sais pas comment ces sièges-là ont fait pour, en quelques mois seulement, se dégrader à ce point. Vraiment. Mais dans ce pays, on se pose des questions. Mais comment on maintient ce stade? Oui, vous êtes allé au stade de Bafoussam. À Quand vous êtes allé, faites un tour.
Voilà. On parle de maintenance, hein. Je laisse dans Donc la maintenance. Apparemment, c'est même pas un stade qu'on peut adopter puisque c'est pas couvert. Je n'y ai pas été, mais ce n'est pas encore voilà, couvert. il faut attendre de voir les pluies et pour voir comment les gens vont y aller avec tout ce qu'on peut imaginer comme intempéries. La présidente de la République a de l'argent. Le budget de 2019, pour l'éponger, il faut utiliser 1,150 milliard par semaine. Donc, si le président de la République débouche une partie et suivre les chantiers lui-même, je pense qu'on pourra. Mais s'il laisse, il y aura encore glissement. En tout cas, il y a clairement sur la question de la maintenance des stades un laxisme qu'on ne peut pas accepter. Hein. C'est un laxisme étonnant. On ne peut pas laisser des gens venir détruire les sièges comme ça, alors qu'on est censé vérifier tout ce qu'il y a à vérifier. Donc, on va lire un dernier message, Florazé, pour sortir de l'émission de ce matin. Oui, Charles. Je vous en prie. Il faut dire à ceux qui travaillent sur cela qu'il faut payer tous ces gens. Il y a trop de colère, que ce soit à Garoua, que ce soit à Yaoundé, il y a trop de colère, trop de personnes mal payées, trop de personnes qui n'ont pas perçu de salaire, des arriérés de salaire. Pardon, payez-les. Nous ne voulons pas avoir... La colère est telle que... La colère des Camerounais est telle que... On ne le souhaite pas. Mais on peut avoir un incident dû à la colère de tous ceux qui ont versé de leur sueur pour la réalisation de l'ensemble de ces chantiers. Trop d'argent sont décaissés, donc c'est là où ça va. Ok, au final, Florazé, on va arrêter là pour les messages. Hein. Chalamel a dit ce qu'il fallait dire. On va tout de suite, madame, monsieur, vous dire merci, vous remercier d'avoir été là encore ce matin à ce rendez-vous de l'Agora, rendez-vous de la réflexion sur Equinox Télévision, rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Nous vous convions à rester sur nos antennes. Que Dieu bénisse le Cameroun. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Toujours au cœur de l'actualité, Equinox Soir et sa batterie d'experts analysent, décryptent et commandent l'actualité sans langue de bois. Equinox Soir, c'est votre rendez-vous.